Merci beaucoup, Monsieur Siette. Oui, et je vais moi-même, du coup, l'enlever. C'est beaucoup plus agréable pour parler, sinon on respire le CO2, donc c'est beaucoup plus agréable. Merci beaucoup. Je voulais également remercier, en plus de Monsieur Siad, bien sûr la mairie, la ville d'Orlisheim. J'ai eu l'occasion, il y a effectivement 2 semaines pour les Journées européennes du patrimoine, de venir à une des déambulations et de photographier ce cadran solaire. Alors en fait, j'ai zoomé puisqu'on n'a pas pu s'approcher de la bâtisse. Vous voyez, j'ai mis l'adresse. Vous voyez tous, pour ceux qui habitent à Dorlisheim, c'est juste derrière. Le monsieur était vraiment très gentil, un ancien médecin généraliste qui nous a ouvert les portes de sa demeure, en tout cas de l'allée, voilà, de l'entrée. Et donc, il y avait ce magnifique cadran solaire. J'ai quand même pu voir que ce cadran solaire, en fait, quand on se mettait dans la rue, mais vraiment tout au bord, vraiment très loin, sur la pointe des pieds, on arrivait à le distinguer. Voilà, au besoin, pour ceux qui ne sont pas trop petits, parce que je fais quand même 1m70, je pense que ma maman ne l'aurait pas vu. Il fait 1m48. Oui, voilà, donc à la limite, prenez une échelle si vous voulez le voir. Je voulais également remercier Monsieur Poncelet, puisque c'est Monsieur Poncelet qui a été demandé à la base pour faire la conférence et finalement qui a orienté sur moi. Donc voilà, je suis en fait une grande amatrice de tout ce qui touche à l'astronomie, au ciel, aux étoiles, au mouvement céleste, au temps, bien sûr. Alors en fait, comment je me suis retrouvée à m'intéresser au cadran solaire? Il y a un peu plus de 10 ans, j'ai intégré une association d'astronomes amateurs et dans cette association, ils parlaient beaucoup de cadrans solaires. J'avais 20 ans, je connaissais un peu les cadrans solaires, mais disons que je ne connaissais pas grand-chose. Et donc, pour essayer un petit peu de rattraper le niveau, j'ai commencé à m'y intéresser. Et nous avons même, dans cette assistance ce soir, un des membres de cette association qui m'a beaucoup aidé, c'est Jean Balthazar, qui est au deuxième rang. Voilà, tu peux lever la main, Jean? Voilà. Je crois que c'est lui qui a le plus de cadrans solaires dans cette conférence en photographie, puisqu'on fait souvent du coup des interventions aussi ensemble. Dans le Haut-Rhin, il est cadranier, il a eu l'occasion d'en restaurer un bon nombre en Alsace. Et donc voilà, il en a également un sur la façade de sa maison à Bergholz. C'est Bergheim, pardon, pas Bergholz, Bergheim. C'est très, 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 très joli. Voilà, donc si jamais vous ne l'avez pas vu, ce cadran, n'hésitez pas à aller le découvrir. Et je tiens quand même à préciser que la première fois que je suis passée à Dorlisheim, j'ai fait 3 fois le tour du rond-point. Parce que quand je suis arrivée, je l'ai vu tout de suite, ce cadran solaire. Il est monumental à l'entrée. Et j'ai fait, quoi, il y a un cadran solaire? Et donc j'étais là à rouler en plus très très au bord, à rouler très doucement pour essayer de regarder pendant que je roulais, c'était un peu dangereux. Mais en tout cas, voilà, j'ai voulu quand même découvrir ce cadran solaire et donc effectivement, moi je ne suis pas allée tout droit, j'ai bien fait 3 fois le tour. Je voulais commencer cette c'est le début de cette conférence de pourquoi s'intéresser au cadran solaire. C'est vrai que moi j'ai voulu un peu rattraper le niveau des gens avec qui j'étais, mais c'est bien beaucoup plus vaste que juste lire l'heure. Je vous ai mis à chaque fois du coup des photos que j'ai prises, soit que j'ai photographiées. Alors on va avoir beaucoup de cadrans solaires de Paris parce que j'en ai quand même photographié un bon nombre. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de photos perdues en Alsace, donc certaines j'ai dû les prendre sur site internet, sur Wikipédia. Mais en tout cas, celui-là, voilà, donc il se trouve au parc de Vesserlin. Celui-ci, on le connaît bien, voilà, puisque je viens aussi de ce coin là-bas, de Suzy au Berlin. Alors, il s'est un petit peu détérioré avec le temps. C'était une photo assez récente, mais il est très joli. Alors, c'est quand même un cadran qui est assez gigantesque. On n'a pas que des petits cadrans, on a aussi des cadrans assez monumentaux. La première chose, quand vous allez découvrir des cadrans solaires, vous vous retrouvez dans des lieux assez exceptionnels. Les cadrans solaires étaient quand même posés sur des bâtisses dans des villes assez impressionnantes. Là, je vois donc la faculté de la Sorbonne, est quand même très très beau avec ses dorures. Que j'ai, donc ça, c'est une de mes... en fait, les 3, ce sont mes photographies. Donc j'ai eu l'occasion de découvrir, d'entrer en fait, pour demander de photographier ce cadran solaire. En fait, je suis rentrée dans la faculté de la Sorbonne. C'est assez très très beau dans la cour. J'aime beaucoup ce cadran parce que les premiers, lorsqu'il y a eu le bac qui a été mis en place en 1815 par Napoléon, les premiers bacheliers attendaient les résultats en regardant l'heure sur le cadran solaire. Et donc, ils se servaient justement de l'heure solaire pour attendre les 50 premiers bacheliers. Voilà, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de bacheliers que maintenant. Le deuxième, vous l'aurez reconnu, bien sûr, le cadran solaire
du Mont-Saint-Odile, lieu exceptionnel, point de vue idyllique sur toute la plaine d'Alsace. Comment ne pas citer ce cadran solaire? Vous allez voir après, je vais un petit peu plus les détailler sur leur forme, parce que là, on a donc deux cadrans solaires verticaux. Celui-ci, il est à face multiple, posé sur une colonne, donc on peut avoir en fait différents types de cadrans solaires, mais j'y reviendrai après. Et celui-ci, ben forcément, comment ne pas le mettre? C'est celui de l'église protestante de Dorlisheim, celui qui va donc être restauré. Vous voyez effectivement qu'il en a bien besoin, puisqu'il y a une grosse partie qui est manquante. En fait, c'est une dalle qui a été, donc elle a été faite en dehors de, pas sur l'église directement, gravée ailleurs, et positionnée en fait justement avec les 4 structures ici en métal, qu'il y aurait à soulever, aussi simple que ça, de dire soulever, et de récupérer la pierre. En fait, comme elle se détériore, il n'est peut-être pas impossible qu'en la soulevant, elle se détériore, elle se détruise complètement. Donc il va falloir calculer exactement le positionnement de ce cadran avant du coup de l'enlever et de le restaurer. Deuxième chose, justement, ah là là, des notions mathématiques, astronomiques, ça tombe bien, ça m'intéresse énormément. C'est un petit peu effectivement aussi comme ça que je me suis retrouvée à faire des cadrans solaires, parce que je suis avant tout astronome amateur, je me suis retrouvée à m'intéresser aux cadrans solaires. Je ne me serais pas dit à 20 ans, je vais m'intéresser aux cadrans solaires. On a des notions mathématiques et astronomiques finalement assez simples par rapport à ce qu'on peut retrouver sur d'autres domaines, par rapport à la cosmologie qui est beaucoup plus brute, beaucoup plus rudimentaire. Là, on a quand même des basiques de l'observation et surtout sur les mouvements célestes. Pareil, j'y reviendrai après, sur les axes, sur les angles. Donc c'est vrai que pour ceux qui aiment un petit peu ces domaines-là, on arrive aussi du coup à faire de petites choses sympathiques. La troisième, les cadrans solaires sont très beaux. C'est vrai que généralement, on est quand même sur des cadrans très esthétiques. Là, je vous ai mis une mosaïque dans les Alpes des cadrans de Rémy Potet, que j'ai aussi eu l'occasion du coup de découvrir, pas tous parce qu'il y en a énormément. Il y a également du coup dans cette région-là, on a beaucoup les cadrans solaires de Zarbula, et donc ils sont très colorés, très variés. Il y a vraiment aussi, ils ont différentes tailles, mais ils sont vraiment très 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 esthétiques. Et c'est vrai que pour les amateurs d'art, eh ben, ça peut être aussi finalement quelque chose qui pourrait plaire. Là, on n'a pas que finalement cette notion du temps, on retrouve énormément de domaines dans un cadran solaire, et donc c'est ce que j'aime aussi découvrir un petit peu, voilà, la manière, la technique dont tout ça a été fait. Je ne l'ai pas forcément écrit, mais on va dire dans l'esthétique, on a également les devises. C'est quelque chose qui se retrouve, alors il n'y en a pas sur les cadrans ici à Dorlisheim, mais on retrouve souvent avec les cadrans solaires des devises en latin, souvent religieuses, on peut avoir philosophiques, sur le temps, sur la vie. Donc c'est aussi des choses qui sont assez, qui touchent finalement l'être humain et qui sont, moi je trouve, exceptionnelles. La dernière, en tout cas pourquoi s'intéresser, vous allez dire, mais l'horloge biologique, alors peut-être que certains ne connaissent pas forcément, mais on a tous une horloge biologique. C'est en fait votre propre horloge, c'est l'horloge interne. Et lorsqu'on commence à s'intéresser au temps solaire, à l'horloge solaire, eh ben on est beaucoup plus en phase avec notre propre horloge biologique. J'ai pu le constater avec le temps, en fait. Je m'en étais pas rendu compte au début, mais en fait, j'essaie quand même d'être beaucoup plus calée, moi personnellement, à l'heure solaire qu'à l'heure de ma montre. On verra également pourquoi, du coup, ces heures-là ne sont pas les mêmes juste après. Donc l'heure biologique, j'ai mis, si jamais, derrière, donc sur les rebords de fenêtres, il y a donc des petits différents textes, des choses que j'ai imprimées aussi, qui m'ont aidé un petit peu à me remettre à niveau par rapport à la conférence, parce que j'avais envie de faire quelque chose d'assez structuré, donc j'ai quand même sorti pas mal d'infos. Il y en a une justement sur l'horloge biologique d'une étude en 2017 qui montre que lorsqu'on est justement en décalé par rapport à l'horloge biologique, ça peut avoir un impact sur votre vie de tous les jours, du stress, mais également derrière, le stress, on sait que ça engendre beaucoup de choses. Lorsqu'on se lève tôt, en fait, on n'est pas en phase, on est très mal, des blackouts, des choses comme ça. Donc ça, c'est des domaines auxquels moi, c'est pas que je m'intéresse pas, mais auxquels, moi, c'est pas du tout le domaine de l'astronomie. Mais c'est très intéressant d'avoir en fait ces sujets qui se rejoignent. Voilà, et finalement, lorsqu'on regarde, vous connaissez peut-être cette expression qui dit
chercher midi à 14 h et souvent je dis aux gens, je ne mange pas à midi, je mange à 14 h. En fait, je mange à l'heure solaire. Voilà, donc moi je suis j'essaie quand même d'être assez en corrélation finalement avec la luminosité du jour, puisqu'en fait, qui correspond au mouvement de rotation de la Terre, et c'est aussi sur celui-là que sont basés les animaux et les plantes. Ça fait partie de notre environnement, et c'est un peu une problématique en ce moment, c'est qu'on nous impose en fait des horaires qui ne correspondent pas à notre environnement dans lequel on est. Et souvent, ça peut être problématique pour certaines personnes. Moi, je suis une lève-tard, voilà. Je suis une couche-tard, une lève-tard, certains sont lève-tôt. Je ne vois pas le soleil se lever, je le vois se coucher généralement. Par contre, effectivement, c'est ma propre horaire et je trouve qu'elle est assez en phase du coup avec l'horaire solaire qui finalement me permet d'avoir des journées où je suis beaucoup moins stressée, où je vais être justement pleine de vie. J'essaierai de me rappeler de cette conférence dans 20 ans. Pleine de vie, quand j'en aurai 50. On verra si je dirai encore ça. Voilà, mais je trouvais que le sujet est intéressant. C'est des sujets qui sont encore en étude voilà, sur ça, mais je pense que ça va y venir assez rapidement. Voilà. On va venir du coup sur les petites notions d'astronomie. Bon, je pense que tout ce que je vais rappeler ici, les gens le savent, mais il est toujours bon de le rappeler. Bon, déjà, la Terre tourne autour du Soleil. Ça, on le sait depuis très très longtemps. Il ne fait pas un cercle parfait, il fait une ellipse. Ça veut dire qu'à certains moments de l'année, la Terre est plus proche au Soleil et parfois, elle est plus éloignée. Et donc, vous l'avez ici. On dit toujours que la Terre est située à environ 150 millions de kilomètres. En fait, c'est variable. On le voit ici à 147 millions, 152 millions. Et donc, effectivement, on est au plus proche en hiver, même s'il fait plus froid. C'est pas ça qui compte. Et on est au plus éloigné le 3 juillet et nous avons donc ici les équinoxes. C'est très important du coup d'avoir cette notion-là en tête. C'est une des notions que l'on prend en considération lorsqu'on essaye de voir l'heure solaire, puisque forcément ça va créer une variable sur tout finalement, sur toute l'année, la position du Soleil. La deuxième, qui fait d'ailleurs les saisons, même si effectivement la Terre tourne autour du Soleil et que c'est une ellipse, elle a un angle, un axe de rotation qui n'est pas droit, mais qui est bien penché à 23 degrés 26 minutes, et c'est ce qui va faire les saisons. Mais je pense que vous le saviez, ça on l'apprend généralement au primaire. Voilà, n'hésitez pas à le rappeler du coup à vos petits-enfants, si jamais, c'est toujours bon à rappeler, même aux tout petits. Oui, parce que souvent ils ne le savent pas, ils l'oublient et ils comprennent. À l'école, je trouve que c'est pas forcément bien expliqué ou pas assez pris en compte. Mais effectivement, forcément, lorsque la Terre va avoir cet axe, donc là ici, on a l'axe, nous on est dans l'hémisphère nord, donc on voit que c'est penché vers l'extérieur. Donc si on est ici, on est en hiver. Et lorsque du coup la Terre, son axe en fait va pas varier, il va rester dans cette direction-là, et lorsqu'il va tourner autour du Soleil, eh ben, il y a une direction beaucoup plus proche au Soleil, c'est l'été. Et donc, ce qui va faire qu'en hiver, le Soleil est très bas, et en été, le Soleil est très haut, et vous l'avez tous déjà vu. Ça tombe bien, ce matin, quand j'ai pris mon café, j'ai fait « Ah, le Soleil, il est plus bas ». Parce qu'en fait, quand il est un petit peu plus haut en été, il passe juste au-dessus du balcon. On a plusieurs balcons, et en fait, je suis à l'ombre. Et là, comme il est en train de redescendre, eh ben, j'ai le soleil qui m'éblouit pendant mon café. Voilà, donc je pense que si vous ne l'aviez pas remarqué, n'hésitez pas à forcément y faire attention. Ce matin, l'heure solaire ou l'heure... J'ai le soleil, il était quoi? Il était 9h30, 10h ce matin pour le café. Le premier café. Je précise, j'en ai eu 6 aujourd'hui. Donc je précise que c'était le premier. Oui, forcément, si je ne suis pas du matin, je me lève un peu plus tard. Donc finalement, manger à 14h, ça correspond bien, parce que je prends le petit déjeuner assez tard aussi. Donc manger à midi, ça fait un petit peu proche du café. Voilà. Mais ça me correspond bien, en fait, je suis bien avec ce temps-là, et finalement, je me sens bien. Et donc du coup, là, je pourrais enchaîner ce soir jusqu'à 1h du matin la conférence. Là. Donc c'est pratique aussi. Et oui, c'est vrai que souvent, comme j'interviens le soir, vu que je fais aussi des observations nocturnes, je m'adapte aussi par rapport à mon rythme de vie, puisque quand je fais des observations le soir, je commence généralement vers
20h30, 21h, et je peux finir à 23h30, minuit, 1h du matin. Donc forcément, le matin, tôt, je ne suis pas forcément au mieux de ma forme. Donc forcément, le tard me correspond bien. Après, chacun doit trouver son rythme. On ne le trouve pas forcément quand on est dans la vie active. Souvent, je le vois avec mes parents qui sont retraités maintenant. Ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent, et je pense que certains sont retraités ici. Là, je pense, non, il a dit non, non. Qui est déjà retraité dans l'assistance? Il y en a quand même pas mal, ouais. Qui ne l'est pas. Effectivement, j'aurais dû poser la... Mes parents me disent, depuis qu'on est retraité, on a le temps, marrant d'avoir le temps, on a le temps de rien faire. Ils font énormément de choses. Par contre, ils se lèvent à l'heure qu'ils souhaitent. Chacun se lève indépendamment. Voilà, ma maman, elle se lève plutôt vers 8h et Claude se lève plutôt tranquillement vers 10h. Mais finalement, c'est leur rythme, donc c'est beaucoup plus agréable pour eux. Nous avons donc une autre chose à savoir, c'est qu'on sait que les journées font 24 heures. En fait, elles ne font pas 24 heures, parce qu'il y a donc le jour solaire et le jour sidéral. En fait, lorsque la Terre va faire un tour sur elle-même, forcément, elle se sera déplacée sur l'orbite de sa trajectoire. Et donc, au moment où vous allez avoir l'ensoleillement, c'est ce qui montre, quand vous allez regarder dans cette direction, forcément, la Terre va un petit peu, pas forcément se décaler, elle va avoir son mouvement de révolution. Et si vous regardez dans la même direction, et ben, en fait, vous ne regardez pas vers le Soleil. Enfin, en tout cas, il n'y a plus le Soleil. Donc, le temps qu'il y a la course de rotation de la Terre qui soit de nouveau dans l'axe finalement du méridien, on reviendra aussi, et ben, il faut rajouter 4 minutes. Donc, c'est 26 minutes. 26 minutes, je ne l'ai pas noté. 26 minutes et 30 secondes, je me trompe pas, pour avoir du coup le jour solaire, et vous rajoutez 4 minutes pour avoir les 56 minutes, toutes mes excuses, 56 minutes, et il faut rajouter 4 minutes pour avoir après derrière le 23,56. Vous voyez, ça m'a perturbé de parler de mes parents. J'ai tellement travaillé cette conférence, elle est là, elle est notée 23,56. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et on rajoute 4 minutes. Pour la suite d'une autre notion, on va la reprendre. Il y a donc effectivement l'axe de rotation de la Terre qui va créer justement derrière, avec les saisons dont je vous expliquais avant, cette correction, cette variable qui va s'ajouter justement avec le mouvement, enfin l'ellipse qui constitue la révolution de la Terre. Et on va donc, pour corriger, après on va le voir aussi, lorsqu'on va vouloir passer du cadran solaire à l'heure de la montre, il va falloir utiliser l'équation du temps. Et donc c'est cette variable que vous retrouvez par rapport au mouvement, à l'obliquité, donc à l'axe de rotation qui a forcément ces 23 degrés 26 minutes. Lorsque vous êtes situé au plus proche ou au plus éloigné du Soleil, entre autres, et on a également encore après différentes choses, l'azimut, la longitude, on va calculer aussi la latitude, donc ça dépend de votre positionnement sur le globe. Ce soir, si jamais je ne vais pas rentrer en détail sur ces calculs mathématiques, il y a des très bons livres qui existent, dont celui de Denis Savoie sur les cadrans solaires. Denis Savoie a été pendant très longtemps le président de la commission des cadrans solaires de France, de la Société astronomique de France. Ils font énormément de choses, ils ont des vidéos sur YouTube, ils ont donc l'association est très complète, ils ont même des magazines régulièrement, ils font des rencontres, des sorties partout en France. Si jamais vraiment il y a une association qui regroupe énormément de choses, c'est dans la France entière. Il disait du coup que c'était la plus grosse association, la plus importante au monde de cadraniers, de gnomonistes, de personnes qui s'intéressent au cadran solaire. Il me semble que Monsieur Poncelet, peut-être, vous êtes aussi membre. Oui, voilà, il me semblait bien aussi. Oui. Voilà, moi-même, du coup, je suis membre de la SAF. Après, ils ont beaucoup de choses, donc je suis membre de la SAF, mais du coup, je suis un petit peu aussi les aventures de la commission. Mais effectivement, voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations, beaucoup plus concrètes que ce que je vais faire ce soir. Quand je vous parlais, justement, de différentes choses, azimut, hauteur, déclinaison du soleil, latitude, voilà, donc c'est vraiment toutes ces choses-là qu'il faut prendre en considération. Comme vous voyez un cadran solaire, en fait, c'est pas juste un cadran solaire qui a été posé là, comme ça, juste pour faire joli. Il a été calculé par rapport à la position, par rapport à la déclinaison, donc l'angle aussi, par exemple, si vous êtes sur un cadran solaire qui est situé sur une façade, c'est son orientation par rapport au soleil.
Et forcément, tout ça, voilà, c'est vraiment, c'est très minutieux et c'est très, 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 très intéressant. On continue? Ça va pour tout le monde? On suit. Ça va. Je vous ai mis beaucoup de photos de cadrans solaires, de différents, voilà, le petit historique des cadrans solaires. En fait, en faisant mes recherches, j'ai vu que ça datait quand même de très, très loin, dont les premiers, c'est les gnomons. Je pense que Jean, voilà, qui est là, Jean reconnaîtra du coup son cadran analématique. Donc, le tout premier, en fait, c'est le gnomon. On pose un bâton dans le sol et on regarde le déplacement de son ombre sur le sol pour dire le soleil, bah forcément, en fait, la Terre tourne, donc on a ce mouvement du soleil. Et c'est marrant parce qu'en hiver, bah, l'ombre, en fait, est très longue. En été, le soleil qui est plus haut, bah, l'ombre est beaucoup plus courte. D'ailleurs, ça marche très bien pour nos latitudes, ça veut dire notre position. La latitude, si jamais, effectivement, je pense que tout le monde le sait, hein, 0 degré l'équateur, le pôle Nord 90, vous partez de l'équateur, vous montez Ciador Lycème, ça vous fait un angle, hein, c'est la latitude. Et donc, forcément, sur nos latitudes, on a vraiment ces angles. Je pense que tout le monde a déjà vu, même quand ils étaient petits. Moi, j'aimais bien regarder mes ombres. Voilà, je voyais bien qu'en hiver, l'ombre était très longue et en été, l'ombre était très courte, tout simplement. Donc, c'est le gnomon. C'est à peu près 4 à 5 000 ans, quand même. C'est vraiment déjà des choses qui ont été observées. Moi, j'aime bien aussi un petit peu essayer de comprendre comment tout ça s'est mis en place, comment tout ça s'est développé, quand même quelque chose qui est très, très, très ancien. Mais c'était surtout pour la notion du mouvement solaire a toujours été ancrée finalement dans la vie des gens, de l'humanité. Essayer de comprendre à quel moment on allait, par exemple, pour l'agriculture, c'était beaucoup, hein. Quel moment, d'ailleurs, les étoiles aussi sont utilisées, on le sait, il y a à un moment donné des étoiles qui apparaissent, je pense à Sirius, qui apparaît à certains moments dans le ciel. On sait que quand on voit Sirius dans le ciel, l'hiver arrive. Et bien là, c'est pareil, avec du coup les mouvements, avec les positions du soleil, la hauteur du soleil, on arrivait à déterminer à certains moments de l'année quand est-ce qu'il fallait planter ou récupérer les semences, le maïs, voilà tout ça. Donc ça fait vraiment partie du quotidien finalement des personnes qui utilisaient ce bâton. Alors, c'était pas dans cette configuration, c'était vraiment juste un bâton. Là, il y a vraiment toute une chose qui a été mise en place. On va dire que c'est une inspiration, c'est le cadran analématique. Donc l'analème, je vous montrerai aussi après, c'est lorsqu'en fait, vous imaginez maintenant, vous prenez un appareil photo et vous décidez de prendre le soleil en photo. Donc vous positionnez l'appareil photo quelque part, vous l'avez toute l'année. Il ne bouge pas pendant 1 an. Vous prenez la photo le dimanche à midi, le déclencheur prend une photo. Vous avez donc 56 photos, il y a 56 semaines, 56 dimanches, et vous superposez en fait du coup toutes ces photographies et vous voyez que le soleil fait un 8 dans le ciel, c'est l'analème. Lorsqu'on les représente sur le cadran solaire, on appelle ça une courbe en 8, que je montrerai également après, et donc d'où son nom, le cadran analématique, c'est parce que avec la position, donc vous allez avoir les horaires sur lesquels sont notifiés après, donc là l'horaire avec l'ombre du bâton, mais surtout la position du bâton en fonction de la date, puisqu'on va pouvoir avec l'analème trouver la date sur un cadran solaire. Pareil, on y reviendra après. Le meilleur exemple d'un gnomon, qui est faux d'ailleurs, je crois que c'est la plus belle aberration de Paris, voilà, c'est l'obélisque. Bien sûr, je pense que tout le monde a déjà vu l'obélisque de Paris. Hein. Qui n'a jamais vu à Paris l'obélisque, place de la Concorde? Vous aviez déjà remarqué que c'était un cadran solaire géant? Non? Eh bien, il y a les marques au sol, en fait. Il y a des lignes horaires sur toute la place de la Concorde. C'est gigantesque, en fait. Et donc, ils marquent les horaires. Si jamais, vous pourrez le découvrir après sur le livre des cadrans solaires. Ils font en plan, donc c'est assez sympa. Si je vous l'éclaire, vous voyez, en fait, il y a les marques au sol. Et donc, c'est l'ombre de l'obélisque qui va noter, qui va aller indiquer l'heure. Sauf que, en fait, il n'est vrai que pour le midi solaire. Voilà, toutes les autres. Pardon ? Exactement, j'allais y venir, exactement. Je vais vous lire en fait ce qu'il y a écrit dans le livre, puisque vous voyez, page 131, 132. Je vais me permettre de vous le lire parce que c'était un petit peu long à tout retenir. Moi, je l'ai retenu, mais je trouvais que c'était assez bien écrit. Si vous me permettez, bien sûr, de vous lire du coup le texte, mais je trouvais ça sympa. Donc, obélisque de la Concorde.
L'obélisque de la Concorde se dressait avec son frère jumeau près du pylône du temple de Luxor édifié par Ramsès II vers 1250 avant Jésus-Christ. Offert en 1831 par Mehemet Ali à la France, l'obélisque fut transporté jusqu'à Paris en décembre 1833. On est beaucoup plus tard que la création, bien sûr. Le 25 octobre 1836, en présence de Louis-Philippe, il fut installé au centre de la place de la Concorde. Il ne semble pas que les Égyptiens aient utilisé l'ombre de leur obélisque pour mesurer le temps. L'empereur Auguste, en revanche, avait fait installer à Manlius, sur le champ de Mars à Rome, un obélisque venant d'Héliopolis et qui servait de gnomon pour un cadran solaire. Il est actuellement place Monte Citorio. À Rome, en 1817, M. Marcazzini utilisa comme méridienne l'obélisque datant du 1er siècle avant Jésus-Christ que Caligula avait fait venir d'Héliopolis en 37. C'est-à-dire qu'on utilisait déjà en fait à Rome un obélisque pour devenir un gnomon. Ça n'a pas été une invention, ça a été une inspiration justement pour ce qu'il va venir après. Néron l'avait fait placer au Circus Maximus et le pape Sixte V l'avait fait transporter place Saint-Pierre en 1585. Les horlogers, Julien Leroy, c'est marrant parce que j'avais fait une étude sur cet horloger, j'étais très contente de le relire là. Il a été un horloger, en fait, avant Julien Leroy, on mettait du coup les engrenages des horloges à l'horizontale et il a décidé du coup lui de créer des horloges à la verticale, des grosses horloges, de grosses bâtisses d'église et ça a donné d'ailleurs l'inspiration pour Big Ben. Un Français a eu l'inspiration pour Big Ben. J'aime trop la France. Et donc les horlogers Julien Leroy et Antide Janvier avaient rêvé de faire des cadrans solaires à Paris, l'un avec la colonne Médicis, l'autre avec la colonne Vendôme. En 1913, l'astronome Camille Flammarion, fondateur de la Société astronomique de France, proposait à la ville de Paris de tracer sur la place de la Concorde les lignes du plus vaste cadran solaire du monde. La guerre de 1914 n'a pas permis de réaliser ce rêve. En 1938, Daniel Rouget, architecte de l'Observatoire de Juvisy, membre du conseil de la SAF, donc la Société astronomique de France, reprend le projet de Flammarion avec la collaboration des ingénieurs et géomètres de la ville de Paris et du service géographique de l'armée. Faire de la Concorde une horloge publique, rappeler l'heure vraie, faciliter à aider des tracés l'observation des diverses hauteurs du soleil par l'ombre de l'obélisque jouant le rôle de gnomon, ombre longue l'hiver, courte l'été et dont l'extrémité se déplace avec une telle rapidité que l'on voit la Terre tourner. Ce cadran aurait eu pour but essentiel de rappeler les grandes lois de l'univers et de faire mieux comprendre que la Terre est dans le ciel et qu'elle tourne autour du soleil générateur de la vie. Voici ce qui était notifié dans les documents. En 1938, le projet fait l'objet d'un accord des services municipaux et d'un vote du crédit de conseil municipal de 500 francs. Ah, en 1938. Ah, vous allez y venir, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a eu en 1939 ? Rebelote, comme la première fois, il y a la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que c'était plus simple de le lire, hein, parce qu'il y avait quand même pas mal d'infos. Les ingénieurs et géomètres commencent à tracer la méridienne et quelques lignes d'heure. Les plans de ce projet sont conservés à Juvisy dans les archives de la SAF. La devise prévue était celle de la ville, Fluctua nec meritu. Les travaux commencent au printemps 1939, mais sont interrompus par la guerre. En mars 1956, M. Heger, géographe de Zurich, propose à nouveau l'idée. Encore 3 fois. Le conseil municipal de Paris, intéressé mais pas décidé, fait étudier le projet par l'administration préfectorale. Monsieur l'évêque est le rapporteur, il s'appelait Monsieur l'évêque, hein, c'est pas un évêque, c'est Monsieur l'évêque, est le rapporteur du projet qui fait l'objet d'un avis défavorable du ministre de l'Éducation nationale, en raison de divergences de vues très marquées des savants et archéologues consultés. C'est ce qui est noté dans le livre, hein, savoir si c'est vrai. Au surplus d'un point de vue pratique, l'intensité de la circulation rend peu souhaitable la réalisation d'un tel projet. Donc en fait, on est quand même en 1956, il y a quelques lignes qui sont tracées, le projet a été arrêté à plusieurs reprises à cause des guerres, et là à cause de la circulation. C'est difficile hein, quand même hein, de tracer un cadran aussi grand apparemment.
Les traces du cadran commencées en 1939 sont creusées dans le sol, dans la chaussée qui entoure le parterre au sud de l'obélisque. 5 lignes horaires devaient aboutir à des plots de bronze portant les indications des heures et des saisons. La ligne de 11 heures mesure 5 mètres, celle de 11h30 et de 12h et de 12h30 mesurait 10 mètres, celle de 13h, 7 mètres 18. Certaines dalles ont été déplacées, ce qui fait que les lignes ne sont pas toujours continues. L'obélisque qui sert de style en haut de ses 31 mètres 40 de son sommet au sol. Il est large de 4 mètres de sa base, 1 mètre 70 de haut. Le but de ce cadran solaire était de rappeler le principe du gnomon ancien, mais l'ombre diffuse de la pointe de l'obélisque manquait de précision. Seule la ligne du midi aurait été exacte toute l'année. Donc, on a effectivement des tracés, finalement l'horaire qui est faux, et finalement un projet qui n'a jamais abouti à son final. Quand vous irez, si vous allez à Paris, n'hésitez pas, les lignes en fait existent. Et comme c'était expliqué dans le bouquin, effectivement, on a comme ils ont déplacé des dalles, c'est pas une ligne continue sur certains endroits, donc on va avoir en fait c'est en décalé, voilà. Par contre, il y a le midi, c'est grand comme ça quand même, hein, les chiffres horaires, c'est quand même assez imposant, voilà. Mais en tout cas, voilà, je pense que les gens quand en fait ils passent, ils ne se rendent pas compte qu'ils marchent en fait sur les lignes horaires, c'est assez drôle. On est maintenant, je pense que tout le monde, pareil, je vous cite quand même des gros monuments. Hein. Quand je vous disais au début qu'au niveau de l'architecture, on allait se retrouver dans des endroits assez impressionnants, c'est un de mes rêves, j'adorerais aller en Bretagne. Ils ont beaucoup de mégalithes en Bretagne et c'est un endroit que, avec Frédéric, on aurait dû y aller, mais il y a le Covid, donc on n'a pas pu, j'ai pas pu l'emmener. Voilà. Stonehenge, bien sûr, hein, en Angleterre, et ici, du coup, en Suède, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'avant, je vous parlais de l'Annalen en 8. Et là, on a une belle représentation avec juste des pierres. C'est juste, en fait, les positions par rapport au lever-coucher du soleil, les hauteurs, justement, aussi de ce soleil. On va avoir, justement, les positions de ces pierres. Très intéressant. On a, très rapidement aussi, alors ça, j'ai découvert, j'avais complètement oublié qu'il y avait eu des cadrans solaires, en fait, très anciens au niveau des Égyptiens. On est avant les... Voilà, on est sur, il y a 2500 ans, 3000 ans, on va avoir déjà aussi voilà, des représentations des premiers finalement cadrans tracés, donc le polos ou le scafé. Je trouvais ça très intéressant. En plus, celui-ci, voilà, si j'ai l'occasion de passer à l'Observatoire de Marseille, j'irai le voir. Donc en fait, on a une inspiration du gnomon, mais on va avoir un marqué sur un bol, sur quelque chose de sphérique. On n'est plus finalement sur du plat. Donc c'est intéressant de se dire qu'on avait déjà cette notion de sphère qui commençait à être pris en compte, mais toujours par contre ce style qui est, alors le style, c'est le bâton, hein, ce style qui est droit, voilà. Très rapidement, là on voit toujours le style qui est droit. On va avoir bien sûr l'influence du cadran solaire pour les heures de prière. Là, on est plutôt au 5e, 6e, 7e siècle. Donc là, on a quand même une belle évolution. On voit que le cadran solaire, en fait, est là pour réguler les heures. Aussi pour le travail, il fallait utiliser, bien sûr, il fallait savoir à quelle heure on allait prendre la pause syndicale, hein, indiquée par le soleil. Alors, par contre, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de pause syndicale, il n'y a pas de pause. La pause café, oh non, ça serait dommage de la louper, hein, la pause café. Voilà, en tout cas, effectivement, on retrouve ce cadran. Alors, vous les avez vus, il y a des cadrans. Avant, on avait donc les gnomons qui étaient posés au sol. On est sur des cadrans horizontaux. Là, on est déjà sur des cadrans verticaux. Il y en a énormément aussi. C'est la slide juste après, d'ailleurs. Et alors, en fait, donc, on va avoir donc, les 7 lignes. Vous les avez, hein. Je pense que vous avez eu le temps de lire entre-temps. Là, j'ai trouvé ça très intéressant, bien sûr, donc primordial pour les heures de prière, les heures de travail. Celui-ci se situe, alors il y en a 14, des cadrans solaires, je me souviens bien, sur la cathédrale de Strasbourg, donc bien sûr de magnifiques cadrans de Dasypodius qui viennent d'être restaurés, mis en dorure, qui sont extrêmement brillants. Celui-ci est un petit peu en bas, sur la façade sud aussi, un petit peu en dessous, donc très joli. Et les cadrans sont tous différents, donc j'aime bien. Voilà, c'est aussi cette diversité du cadran que j'aime beaucoup. La démocratisation du cadran solaire.
C'est là où on va arriver un petit peu sur les cadrans solaires que vous retrouvez à Dorlisheim. Même si le cadran solaire, on est sur du 13e, 14e, 15e siècle, on est vraiment sur du 17e, 18e, 19e siècle, où on commence à avoir du coup des cadrans solaires qui sont là aussi pour rappeler l'heure solaire, pour surtout régler les montres. Qui porte une montre ce soir? Levez la main, tous ceux qui portent une montre. Ah, t'as une montre aussi? Une montre? C'est parce que les jeunes, ils portent plus de montre, vous avez remarqué? Ah, les jeunes. Ah, qu'est-ce qu'on utilise maintenant pour regarder l'heure? Le téléphone. Eh oui. Oui. Alors moi, je suis un peu à l'ancienne, j'ai dû la régler parce que j'ai une montre mécanique de 24 heures. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que je la remonte tous les matins. Voilà, je ne l'avais pas tous les jours. Donc là, j'ai dû la remettre parce que j'avais envie aussi d'avoir une montre ce soir. J'avais envie aussi de lever la main. Donc du coup, j'ai utilisé ma montre. Mais effectivement, en fait, le problème, c'est que comme forcément, on va avoir un mécanisme, j'ai un petit ressort, moi, à l'intérieur, avant qu'on ait les montres électriques avec une pile. On avait donc un petit ressort. Et en fait, le petit ressort, il se détend. Et quand il se détend, bah forcément, le mouvement de l'aiguille est beaucoup plus lent et à un moment donné, il va finir par s'arrêter. Forcément, ça prend un peu de retard sur la montre. Surtout sur les derniers, la dernière heure, hein, l'horloge, ici, ma montre, elle prend un peu de retard. Parfois, j'ai 100 minutes. Du coup, je fais, elle était à l'heure. En fait, non, j'ai 5 minutes. Là, je sais qu'il faut que je la remonte. Voilà. Et donc, pour régler l'heure, en fait, on utilisait effectivement les cadrans solaires à midi. Là, on avait ce réglage de la montre qui nous permettait d'être toujours à l'heure. Ce qui est assez impressionnant, c'est que je constate surtout avec les siècles qu'on est vraiment sur la précision de l'horaire. À l'époque du gnomon, on ne se souciait pas forcément d'être à 15 minutes près. On regardait plutôt pour avoir les levées couchers du soleil, pour savoir à quel moment on allait effectivement cultiver. Là, on est vraiment sur de la précision, sur le travail. Il faut être à telle et telle heure au travail, il faut sortir à telle et telle heure. Tout est très régulé, tout est très chronométré. Et on est vraiment dans cette influence. Oui, pardon ? Oui, oui, oui. Alors, effectivement, alors après. Et ils le voyaient, c'était quelque chose en fait qui était enseigné, en fait qui était assez courant. Les gens savaient qu'ils savaient lire les cadrans solaires. C'était quelque chose qui se transmettait de génération en génération. Et donc, ils savaient aussi qu'à midi, ils venaient, alors souvent avec les méridiennes également, j'en les ai mis aussi après, ils venaient régler les montres, justement, mais chacun était assez autonome. C'est devenu quelque chose d'assez courant. Comme maintenant, quand vous allez... j'ai toujours les exemples des voitures. Quand vous remplissez votre gasoil dans la voiture. À l'époque, il y avait quelqu'un qui le faisait. Maintenant, chacun le fait automatiquement. Donc, c'est quelque chose, c'est devenu une habitude. Ben, à l'époque, c'était pareil. Les gens, en fait, avaient l'habitude de venir vers les cadrans solaires pour régler leur montre. C'était quelque chose, en fait, qui était même plus, en fait, c'était tellement ancré dans la famille que les enfants prenaient sur les parents. Dès tout petits, ils avaient appris, justement, à lire les cadrans solaires et à régler, justement, les heures pour ceux qui avaient la chance d'avoir une montre, d'ailleurs. Parce que c'était pas donné à tout le monde d'avoir les montres. Donc, c'était aussi des enseignements comme ça qui se transmettaient. Exactement. Alors, pour les minutes, c'est un peu plus précis, effectivement. C'est un peu de la joujotte. C'est pour ça que, généralement, on le faisait au midi, parce qu'on était vraiment sûr que ce soit le midi solaire, le midi vrai. On est toujours sur l'heure solaire. Attention, on n'est pas sur l'heure des montres. On y viendra, effectivement. Alors, ils avaient des montres, mais réglées sur l'heure solaire. Donc, l'heure, en fait, sur le lieu où ils sont placés. On y reviendra aussi sur l'heure légale juste après. Les choses se mettent en place progressivement. Mais j'aime bien en fait le fait que ce soit de plus en plus précis quand même. On a des cadrans solaires où effectivement on va avoir les marques des 10 minutes. C'est quand même aussi... voilà, il y a un esthétisme, certes, ici, on voit, ils sont très beaux. Vous voyez, à Souls, dans le Haut-Rhin. Voilà. Et celui-là, je vous disais qu'avant, j'avais pris beaucoup de photographies des cadrans solaires de Paris. Donc ça, c'est des photos à moi. Et celui-ci, vous voyez, par contre, il est caché entre les arbres. J'ai exprès attendu d'avoir un moment où il y avait le soleil qui passait entre deux feuillages pour prendre la photo. Un peu particulier, ça. Hein. Et c'était pour le parc Citroën, donc vous avez vu que c'était... je parle de voiture, je pense que c'est parce que j'ai vu qu'il y avait la boîte de vitesse de Citroën sur le cadran solaire. Voilà. Oui, oui, oui. Ouais. À l'église, le disait aussi, pour le midi. Oui. Alors, en fait, il n'y a pas pour les horloges, justement, les cadrans, oui, oui, tout à fait, oui, cadrans solaires. C'est pour ça que la plupart des cadrans solaires se situent sur des églises aussi. En fait, en plus, c'était des lieux où les gens venaient souvent, et effectivement, ça permettait de régler l'heure. Tout à fait. Après,
à l'époque, on remontait du coup les pendules. Donc, effectivement, la personne qui était responsable de s'occuper, qui était responsable de l'horloge de l'église, savait comment utiliser, avait appris du coup le métier d'horloger d'une certaine manière très simple, très basique, de remonter et de la régler. Effectivement, ça pouvait arriver qu'il y ait des petites erreurs et que l'heure de la prière ne soit pas à la bonne heure. Voilà. Mais effectivement, c'est des choses en fait qui sont apprises comme maintenant, comme on apprend quelque chose de lambda à l'école, voilà, que c'était vraiment quelque chose qui, enfin, le cadran solaire a toujours été ça a été transmis d'année en année, ça s'oublie. Mais finalement, on est dans cette même configuration d'oublier. On parlait avant, je vous demandais qui avait une montre. Les jeunes ne portent plus de montre. Dans 50 ans, je pourrais poser la même question, qui porte une montre, et je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup qui porteront des montres. Exactement, ils ont les téléphones. Et vous savez, moi, ce qui m'a fait peur la dernière fois, j'ai intervenu dans une école, et en fait, l'enfant m'a demandé de lui donner l'heure. Et il y avait une horloge dans la classe. J'ai fait, mais tu as l'heure là? Il me fait, mais je ne sais pas lire l'heure des aiguilles. J'ai comment ça, tu ne sais pas lire l'heure des aiguilles? Enfin, je veux dire, moi j'ai appris ça à l'école. Il me fait, mais en fait, tout est en digital à la maison. Donc en fait, l'horaire que vous avez, vos montres. Ah, parmi ceux qui ont des montres, qui portent des montres à aiguille? Moi j'ai une montre à aiguille. Ouais. Voilà. Quand même une majorité, hein. Ouais. On a quand même du coup la montre digitale qui se démocratise aussi de plus en plus. Et en fait, effectivement, on va avoir de moins en moins en fait de montres à aiguille, de plus en plus de montres digitales, surtout avec les jeunes qui regardent sur leur téléphone et qui ont l'heure digitale. C'est des choses qui vont se perdre en fait. Lire l'heure sur une montre, lire l'heure sur un cadran à aiguille, c'est des choses qui vont se perdre, comme lire l'heure, le cadran solaire en fait. C'est des choses qui vont arriver. Parce qu'on est déjà en fait dans cette configuration où si on n'éduque pas l'enfant sur l'heure de l'aiguille, en fait, il ne sait pas la lire. Et donc forcément, le cadran solaire, à force qu'il y a eu la démocratisation de plus en plus de montres, des montres effectivement électriques et qui ne sont plus à régler, eh ben ça s'est oublié progressivement dans les transmissions familiales. Et en fait, un jour, les gens ne savent plus lire les cadrans solaires. Alors que ça fait partie, comme moi, quand je regarde ma montre à aiguille, que je sais lire, qu'il est 21h04, voilà, je sais la lire. Et ben, c'est des choses qui s'oublient avec le temps. C'est des choses auxquelles on est encore en fait en train de vivre. L'évolution du cadran, mais c'est pas juste le cadran, c'est la manière dont on va mettre en œuvre le mouvement de rotation de la Terre et du mouvement de révolution, qui est finalement ici basé sur juste un petit cadran que j'ai sur mon bras. En fait, il évolue de siècle en siècle. Et donc, c'est quelque chose, quand on s'intéresse au cadran solaire, en fait, c'est quelque chose qui vous concerne encore maintenant quand vous portez une montre à aiguille. Voilà. N'hésitez pas à montrer à vos petits-enfants comment lire l'heure d'une aiguille avec les aiguilles, s'ils ne savent pas. Moi, j'ai été choquée de voir en fait, que la petite fille ne savait pas lire l'heure de la montre à aiguille. En fait, j'ai eu déjà un coup de vieux, mon âge. Et en fait, ça m'a fait vraiment un choc de me dire, mais en fait, mais oui, on est tellement habitués sur les ordinateurs, vous savez, la pharmacie, les banques, elles ont l'affichage en digital, les montres maintenant, elles sont connectées, tout est en digital. Donc voilà, moi, je réagis aussi par rapport à ça. Et j'aime ma montre mécanique et je suis contente, voilà, de savoir encore la lire, de montrer à mes neveux et mes nièces que l'heure des aiguilles est très importante. Ah, Jean, regarde, j'avais dit que j'avais mis plein de photos de tes cadrans. Alors, par contre, excuse-moi, j'ai mis polyédrique. Mais alors, je crois qu'il y a, c'est le cadeau. Non, il y a un nom, Jean, pour le style, le nombre de faces. Un nom, géodésique. Ah, tu sais plus? Ah, il me le dit à chaque fois, mais même moi, en fait, c'est polyédrique, c'est pour dire c'est multiple. C'était. Mais oui, octo, il y en a trop en fait. Souvent, c'est un. Ah, le dodécaèdre. Ah, je crois que c'est celui. Alors, le dodécaèdre, je crois que c'est le petit. Ça, c'est le grand. Le dodécaèdre, en fait, il est un petit peu plus petit. Voilà. Et donc, ils sont beaux, hein. Celui-là, il est faux. Celui-là, il est juste. Il a moins de classe, mais celui-là est juste, celui-là est faux. Alors ça, c'est au jardin botanique. En fait, quand vous rentrez au jardin botanique à côté de l'observatoire de Strasbourg, vous avez un petit étang avec des nénuphars et des grenouilles en ce moment qui croissent. Et juste derrière, c'est vraiment à l'entrée à gauche, en fait, vous avez ce cadran, voilà, ce multiple, en fait, polyédrique, donc à multiface. En fait, il a vraiment toute la face qui est en mode cadran.
Et donc, en fait, on se retrouve avec différents cadrans. Donc, on a l'horizontal, le vertical, mais on a aussi, du coup, les déclinants, qui sont penchés comme ça. Voilà, donc c'est assez sympa, en fait, d'aller, il faut donc calculer pour chaque face, même si le cadran solaire est positionné au même endroit, pas exactement, en fait, mais en fait, il faut calculer l'angle, à chaque fois, d'orientation du Soleil. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser avant sur le slide d'avant, mais pour le cadran, voilà, pardon. Les axes, en fait, ici, les styles que vous voyez, donc ici, il est là, hein, il ne se voit pas très bien. Donc ça, c'est en fait, ça, c'est la barre qui le maintient pour éviter qu'il se torde. Et le style, il est ici. Donc on est toujours sur une façade sud, généralement sur une orientation sud. Alors là, on est vraiment généralement sur des cadrans solaires horizontaux. Généralement, ils sont positionnés. D'ailleurs, on en trouve sur le marché, c'est discount, Internet, hein, ils en proposent en fin de rond. Généralement, c'est lui qu'on va orienter vers le sud, simplement. Donc finalement, c'est assez sympa. Par contre, cela, on ne peut pas décider de passer sa façade exactement vers le sud. Vous n'allez pas modifier l'axe de votre maison pour être pile poil vers le sud. Donc, on calcule en fait la déclinaison du mur sur lequel il est. Et donc, le style va être un petit peu, va varier. Parfois, ils sont vraiment très déclinants. Hein, voilà. Et donc là, il est un tout petit peu déclinant. Mais il doit en fait du coup s'axer, donc l'axe, aller vers l'axe de rotation de la Terre, donc vers le nord. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de savoir la position. L'angle que vous allez avoir ici du style, donc sur la façade et l'angle, hein, quand vous allez avoir votre façade et que vous allez avoir le style, ici, l'angle qui est ici, c'est la latitude de l'endroit où vous êtes. J'avais fait avant, je l'ai fait cet après-midi. J'ai utilisé, du coup, j'ai fait un exemple avec un décadrant solaire. Donc la latitude, ici, donc on est sur 48 degrés 52 nord et sur la longitude, on est à 7 degrés 49 est. Voilà. Et si jamais après, on ira calculer l'heure d'un décadrant solaire que je vous ai proposé avec ces données-là. Donc si maintenant je décidais d'installer un cadran solaire sur l'une des façades ici de Dorisam, je devrais prendre du coup les coordonnées que j'ai choisies et encore j'ai pris ici le château. Parce qu'en fait, à côté, ça va être un petit peu différent. J'ai vu un petit peu plus loin, on est sur du 7,48, un petit peu au bout de la rue, on est sur du 7,48. Donc là, pareil. Donc ceux-là. Oui, allez-y, allez-y. Oui. Oui, exact, tout à fait. Mais oui, tout à fait. Alors, si vous pouvez me confirmer, c'est peut-être un gros collègue, le mois de septembre 2012. Il y en avait un qui donnait des renseignements. Oui. Alors, il a dit le cadran solaire de Montatotis sert ou servait pour l'horaire du lieu et national et mondial. Donc, on va rester jusqu'à la fin. Quoi. Oui. Mais alors, quand il dit mondial, il y avait une correction. Il y a une correction, si je ne me trompe pas, sur Mont-Saint-Odile, en fait, parce qu'il donne les coordonnées de différents lieux qui permettent de le changer, en fait, de modifier par rapport à l'heure solaire. Qu'en fait, il y a un peu plus d'indications que sur ces deux-là, effectivement. Mais effectivement, avec les coordonnées des lieux, en fait, on peut effectivement modifier tout à fait. Oui. Pas plus compliqué que cela. En fait, c'est de la... Je ne dirais pas que c'est compliqué, je dirais que c'est de la minutie. Ah, c'est beau. C'est juste de la patience, juste effectivement voir, je ne sais pas si... Moi, je dis ça, mais ça fait 10 ans que je m'intéresse au cadran solaire, donc en fait, effectivement, je suis habituée. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, effectivement, il va devoir effectivement voir beaucoup de choses. Non, mais non, pas du tout. Ça, en plus, c'est des calculs tout simples, c'est des calculs d'angle. C'est des calculs d'angle et juste après de l'observation où le soleil il est, effectivement. Après, parfois, quand il se trompait un petit peu, il remettait les styles un petit peu plus corrects. On peut aussi régler un style en fonction de la position du soleil sur un temps donné. Ça peut. Et en fait, c'est ce qui a été mal fait sur celui-là, c'est quand ils ont remis en fait les styles en place, qu'on voit que c'est beaucoup plus récent, et bien certains ont été mal positionnés, et donc parfois, en plus, les gens les touchent, donc ça bouge, et donc en fait, certains ne sont plus exactement à l'heure précise. Mais effectivement, après, on n'est pas à 15 minutes près sur les cadrans solaires. En fait, c'est aussi ça. On parlait effectivement avant de précision, mais c'est un petit peu parfois de la jugeote pour avoir... On n'est pas à la seconde, on ne peut pas deviner la seconde sur un cadran solaire. C'est ce que je parlais avant de précision avec les montres. Mais effectivement, on arrive dans
On est de plus en plus précis. D'ailleurs, avec les montres digitales, on est vraiment beaucoup plus précis parce que moi, je vois ma montre, parfois, elle a 5 minutes de retard. Bah, si j'arrive 5 minutes en retard au boulot, je disais en excuse, c'est ma montre. Maintenant, c'est le téléphone qui est branché par satellite avec l'horaire international. Et donc, du coup, je ne peux plus me permettre d'arriver 5 minutes en retard parce que c'est la même heure. Effectivement, on est vraiment sur cette précision qui est, en ce moment, je trouve d'ailleurs extrême. Trop de précision. On a le droit d'avoir 5 minutes de retard. Parfois, ça peut arriver. Oui. De la patience. De la patience. Oui. Est-ce que tous ceux qui ont des cadrans, oui. Oui, souvent. Oui, ça peut arriver. Ah oui, tout à fait. Ah oui, ça peut, effectivement. Ils peuvent, effectivement, tout à fait. Ah oui, certains attendent, effectivement. Par exemple, on sait qu'au moment des équinoxes, à midi, on est vraiment sur une linéalité, justement, du mouvement. Donc, c'est vrai que c'est des choses comme ça qui peuvent se faire, effectivement, à l'œil, pour se régler, tout à fait. Oui. Généralement, on aime bien les faire précisément, on n'aime pas trop les toucher, mais ça peut arriver. Puis souvent, vous savez, ceux qui sont à hauteur de main, les jeunes, ils sont là et ils trifouillent le style, ils trouvent ça marrant, ils essayent de l'arracher. Et donc, en fait, on se retrouve avec des cadrans solaires qui sont complètement déréglés parce qu'en fait, il y a eu du vandalisme de cadrans solaires. Ça existe aussi. On parlait de midi, voilà, le réglage, justement, le midi solaire. Regardez. Donc, on va avoir ici les méridiennes par les entreprises Adam. Si jamais, au fond, j'avais mis la liste des endroits en Alsace où on peut retrouver, moi je me souviens très bien de celle de Colmar. Là, ici, on est sur celle de Moche. Donc, en fait, on va avoir, donc c'est pour le midi solaire, avec la courbe en 8, l'analème. Donc, finalement, la position du soleil à midi. Du coup, donc ça nous permet d'avoir, donc il y a toujours les mois aussi qui sont indiqués. Orienté sud, on va avoir ici, alors c'est pas le style en fait, c'est l'œilleton qui va avoir un petit trou et qui va, le trou en fait avec le soleil, en fait, va aller se placer à midi sur la courbe en 8. Et en fait, en fonction de sa position sur la courbe en 8, ici, on va pouvoir déterminer la date. Alors, par contre, aux équinoxes, c'est un peu le piège. Ouais, parce qu'en fait, il y a un croisement au niveau des équinoxes. C'est le jour où il y a 6 heures, enfin il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Et le problème, c'est que si vous prenez une photo aux équinoxes avec le soleil, en fait, vous ne savez pas si vous êtes à l'équinoxe de printemps ou à l'équinoxe d'automne. C'est la petite variable, les équinoxes, on ne sait pas à quel moment on est. Mais après, généralement, si on vient quelques jours après, on voit en fait le déplacement du soleil. Donc en fait, on arrive à déterminer où on était. Ça, c'était effectivement plus précis aussi. On les retrouve sur les églises. Qui connaît ici le canon méridien? Ça vous dit quelque chose? Vous l'avez déjà vu, certains? Je vous assure que moi, j'ai eu l'occasion de l'entendre. Ah ben, j'ai eu un sursaut. Hein. Ah, ça m'a mis un petit peu le haut le cœur. Pour les Journées européennes du patrimoine en 2010, le fils Mitterrand, en fait, l'a déclenché. Alors, en fait, c'est pas lui spécifiquement qui a déclenché. On va avoir sur ce cadran, c'était pour rappeler, c'était pour entendre, en fait, le midi solaire partout dans Paris. Avec un coup de canon. Qui allait donc se déclencher à l'œil d'une petite lentille. Donc, le soleil à midi passe dans la lentille, chauffe un petit fil, un petit fil qui va du coup faire sauter et pam, va déclencher le canon. Bon, c'est un bon coup de canon, hein, parce que moi je m'attendais pas forcément à ça. J'ai pas l'habitude d'entendre un coup de canon. Pas quand je l'ai eu, j'ai eu un haut le cœur et en plus on voit la fumée que ça dégage. Qu'à la base il n'est pas en fait du coup dans le jardin, il était vraiment en plus dans une bâtisse. Il était dans le palais royal. Ils l'ont mis dehors. Et finalement, j'imagine la fumée que ça devait générer à l'intérieur du palais royal. Donc assez folklore. Donc si vous avez le... Non, c'était vraiment juste pour les journées. À l'époque, oui. À l'époque, tous les jours, en fait, il déclenchait à midi, il y avait effectivement ce coup de canon. Mais maintenant, en plus, ça fait trop de bruit. En plus, c'est plus... il est plus utilisé. C'est vraiment juste un objet de décoration. Là, il l'a vraiment, du coup, il l'avait juste mis en... Il l'avait déclenché pour les Journées européennes du patrimoine. J'étais vraiment tombée par hasard dessus. En plus, je ne savais pas que ce jour-là, il allait y avoir le fils Mitterrand qui allait venir pour déclencher le coup de canon. Donc, j'étais trop contente de l'entendre. Voilà. Si jamais, pour les Journées européennes du patrimoine, peut-être qu'ils ne le font plus, je ne sais pas, vu que ça datait de 2010, peut-être qu'ils le font encore, il faudrait voir effectivement l'info. En temps, et savait qu'il allait être midi pour régler la montre. Exactement.
Je trouve ça super, en fait. J'aurais peut-être pas forcément... J'aurais pas voulu vivre à cette époque-là pour entendre le coup de canon toujours à midi, mais oui. Lorsqu'on va avoir un cadran solaire, souvent, on ne va pas avoir que l'heure qui est indiquée. On a beaucoup d'informations, la date, mais aussi, là, je vous les ai mis. Donc ça, c'est aussi une photographie que j'ai l'occasion de rentrer. En fait, je me suis fait passer pour une étudiante. Je suis rentrée dans le lycée, en fait. À 20 ans, je passais pour une jeune fille de 17 ans. Et je suis rentrée, en fait, incognito, et j'ai pris ma photo et je suis ressortie. Voilà. Ne faites pas ça. Surtout quand on sait qui va au lycée Louis-le-Grand. C'est le deuxième lycée le plus prestigieux de Paris. Disons qu'il y avait des fils et des filles d'eux là-bas, je ne savais pas. Moi, je suis juste prévue prendre ma photo. Et en fait, on va retrouver des... Là, alors, on a effectivement les horaires. Et ici, vous les avez, donc, les horaires babyloniques et italiques. Donc, je vous ai expliqué, donc, par rapport au lever et au coucher du soleil. On calcule l'heure qu'il va rester. À partir du lever du soleil, on va savoir quelle heure il nous reste jusqu'au coucher, et inversement, à partir du coucher, on sait combien d'heures il nous reste. Je trouve ça exceptionnel, en fait, de dire, c'est pas juste, en fait, des cadrans qui indiquent l'heure, on a vraiment beaucoup d'indications qui sont possibles. Ça, c'est un peu plus particulier qu'un cadran solaire simple, effectivement. On va avoir toujours ici la courbe en 8. D'ailleurs, ici, elle est notée à toutes les heures. L'équation du temps, finalement, qui est représentée dans cette courbe en 8. Attention, courbe en 8, c'est vraiment sur les cadrans. Lorsqu'on parle, du coup, de la position du soleil, on est vraiment sur l'analème. Vraiment deux termes qui sont bien, qui ont été en bon débat d'ailleurs avec l'association. Et là, effectivement, pareil, on va avoir les horaires par rapport à certaines positions. Et donc, en fait, c'est souvent ce qu'on retrouve. D'ailleurs, il y a un autre cadran en fait, qui est là de côté et il y en a un de l'autre côté. Je ne les avais pas vus à l'époque, donc je les avais pas je les ai photographiés, mais pas de face. Mais effectivement, on va avoir en fait, les horaires au niveau des levées et des couchers du soleil. Il les avait aussi placés ici. Je fais vraiment global parce que je vois qu'effectivement, il est déjà, si ma montre ne retarde pas, il est déjà 21h15, on est d'accord, hein, c'est bien ça. Hein. Ouais. Ah oui, il n'y a pas eu le coup de canon, donc je vais essayer de me dépêcher. Pourtant, j'avais vraiment pas beaucoup de slides, j'avais révisé, j'avais vraiment fait en plus un entraînement, j'étais vraiment à moins d'1 heure. Sur les quarts d'heure, 1 milliard, alors ça, c'est ma petite dernière découverte, je l'ai vue j'étais au mois d'août au couvent d'Oberbraun, je crois que, voilà. Alors, il est extrêmement rouillé, il y a des toiles d'araignée. Voilà, mais en fait, effectivement, on va retrouver souvent, ça ressemble à des sphères armilières. Les sphères armilières, ce sont de jolis objets en laiton qu'on voit dans les musées, qui représentent en fait la Terre avec tout le globe céleste. Donc, c'est une inspiration au final de ces sphères armilières, d'où le nom d'ailleurs, mais en fait avec ça, je l'adore. En fait, ça, je trouve tellement futuriste. Quand je l'ai vu, j'ai fait ah waouh, ça me fait penser un peu au film Contact avec Jodie Foster où elle est dans la boule, elle tourne. Enfin, si jamais vous l'avez pas vu, il est déjà là. Et en fait, on va vraiment avoir ce marquage, voilà, des lignes horaires, pareil. Donc, on va avoir ici le style, là, ici la flèche qui va indiquer vers le nord, et les horaires qui vont se lire à l'intérieur du cadran. Pareil pour celui-là. En fait, c'est cette partie-là où il y a les horaires. Et ici, ça fait office en fait de lecture. Donc, on va avoir l'ombre qui va aller se placer, donc l'ombre de cette structure-là qui va aller se placer là, et qui va nous permettre en fait d'avoir la lecture de l'horaire. Donc c'était assez sympa. Ça c'est un des premiers. J'ai bientôt fini. Hein. Je suis vraiment. Je vais essayer de me dépêcher. Effectivement. Là pareil. Hein, j'ai essayé quand même d'avoir des cadrans, des monuments qu'on connaît ici en Alsace. Je crois que c'est un des premiers cadrans solaires dont j'ai vraiment un souvenir, la colonne Lambert de Mulhouse, où je viens de Mulhouse, donc forcément, elle fait partie de mon enfance. Elle n'est pas originaire de cet endroit-là. Ils l'ont placée parce que Monsieur Lambert est né dans la maison ici, sauf qu'elle était placée à un autre endroit, du coup, sur Mulhouse. Elle n'est pas juste non plus. Ils ont essayé de la régler approximativement à midi, mais elle a des décalages de plusieurs degrés. Donc, en fait, elle est un petit peu décalée, mais c'est pas excessif. Et là, pareil, donc on va avoir le midi, c'est comme la méridienne, hein, on va avoir donc le midi solaire, la courbe en 8, la hauteur du soleil. Mais je trouvais que le monument est super joli, en fait. Voilà. Qui la connaît, celle-ci aussi? Non, Mulhouse? À côté du temple, hein, à côté du temple, sur la place de la Réunion, on va avoir la mairie, et en fait, c'est vraiment juste, vous avez le temple, et c'est vraiment juste la rue, en fait, à gauche, et dessus. Ah, ça, j'adore. Ça, j'aime beaucoup. Dans les cadrans alsaciens, voilà, pas très loin ici de Monsieur Vasser, Eric Vasser, l'héliodôme, la maison cadran solaire. Allez-y, c'est une maison incroyable. Eric est un illuminé, mais il est incroyable aussi.
Il n'est pas du tout architecte, il est du coup ébéniste. Il aime la nature, il est en connexion avec les mouvements. Et alors, ici, on avait fait la fête du soleil. D'ailleurs, Jean est quelque part sur la photo. On avait fait la fête du soleil chez lui. Donc, en fait, la structure de l'autre côté est tout en bois. Elle est orientée plein sud. Lorsque le soleil est haut, il va taper sur la structure en bois, ce qui ne va pas trop chauffer la maison. Sur les équinoxes, il va passer sur des cadrans solaires. Et lorsque le soleil est bas en hiver, ça va rentrer dans les parties en verre, ce qui va réchauffer la maison. Elle a une température ambiante toute l'année, à peu près 25 degrés, 28 degrés, sans chauffer. C'est une maison complètement autonome par rapport au soleil. Et bien sûr, on l'appelle donc la maison cadran solaire parce qu'elle est orientée complètement et sur le principe du coup d'un cadran solaire. Lorsqu'on va avoir les équinoxes, lorsqu'on va regarder, on va se placer au niveau tout devant, au niveau de la structure de la bâtisse, le soleil va se lever exactement sur l'arête ici, dans la partie de l'est, et il va se coucher exactement à l'ouest. Extraordinaire maison, c'est pas très loin, Cosvillers, c'est à côté de Vasselonne. Il organise régulièrement du coup des rencontres et des visites. Vraiment, enfin sa maison, elle est sur 3 étages. Il y vit dans sa maison. Il a au rez-de-chaussée il va avoir la cuisine, mais en tout cas c'est exceptionnel. Il y a un petit balcon côté nord, chauffé qu'au soleil. Vous savez pourquoi les gens du coup ils développent pas ça? Parce que ça rapporte pas assez d'argent. Oh, je veux créer de la polémique. Oh, ça c'est une question, c'est pour EDF, ça perd de l'argent, donc il commercialise pas. Eric le commercialise. Et donc du coup derrière, il va proposer des projets architecturaux sur différentes maisons. Il y en a quelques-unes en Suisse, il y en a quelques-unes en France. Mais effectivement, bon, il faut le terrain, parce que c'est quand même imposant, comme structure. En tout cas, voilà, c'est une maison extraordinaire. Et là, ça, j'ai eu l'occasion de les découvrir. Monsieur Kiffer est également membre de la commission, si je ne me trompe pas. Voilà. Et en fait, lui, c'est vraiment sur les ombres, ici, des parties en métal. Alors, c'est exceptionnel aussi, très beau travail. Et donc, en fonction, le soleil, du coup, va forcément se déplacer dans le ciel, et ben les ombres, à chaque fois, dès qu'elles s'alignent, en fait, ça va indiquer l'heure. Donc, la midi, en fait, c'est toutes ces ombres-là, en fait, qui sont alignées. Et en fait, il faut voir l'alignement, et ça va nous donner l'heure. Très, très beau travail et très esthétique. Jean, tu le reconnais aussi, celui-là? Ah, et ben voilà! À Sainte-Croix-en-Plaine. Comment lire l'heure d'un cadran solaire? C'est un petit peu ce qui nous intéresse aujourd'hui aussi. C'est un petit exercice pour vous. Alors, vous avez le cadran. Vous avez donc l'ombre. Ici, vous avez le style. Vous avez son ombre. Est-ce que tout le monde voit son ombre? C'est facile, j'ai choisi un cadran facile. Alors, du coup, quelle heure est-il? Et on a les chiffres romains. Donc 9, 10, 11, 12. Donc midi. 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h. Il est midi et demi, effectivement, au soleil. Super facile, Vous avez vu pour lire solaire. Mais comment on retrouve l'heure de nos montres? Ça, c'est un petit peu plus particulier. Alors, je vais essayer... Oui, effectivement, je pense que j'en avais un petit peu pour trop. Toujours comme ça pour les conférences. Pour retrouver l'heure légale, on va avoir donc effectivement ces notions de longitude et de latitude avant dont je vous parlais, mais on a également du coup la correction de longitude. Alors en fait, on a la même heure partout ici. Vous voyez, on a les GMT plus 1. Vous savez qu'on est donc, on a les GMT, nous aussi on est à plus 1. Voilà, ça a été choisi, en fait, c'est en Europe, ils ont choisi le même GMT tout simplement. Les lignes ne sont pas linéaires. Vous voyez, par exemple, effectivement, la Chine, ils ont plusieurs fuseaux horaires et pourtant ils ont la même heure. Nous, on a essayé de faire, c'est l'heure en Europe, c'est le fuseau horaire d'Europe, donc GMT de l'Europe, donc on a choisi la même heure. Pourtant, vu que la Terre est ronde, forcément le soleil se lève beaucoup plus tôt à l'est qu'à l'ouest, donc on n'a pas la même heure. Pour reprendre du coup l'heure légale, c'est le petit calcul de la soirée. On va prendre donc, pour retrouver l'heure légale, on reprend l'heure solaire. On va effectivement avoir l'équation du temps avec la courbe. Souvent, elles sont fournies. Souvent, généralement, quand on a un cadran solaire, ça arrive parfois qu'il y a l'équation du temps qui est notée, en fait, voilà, qui est cette variable. Et après, on va avoir la correction de longitude. C'est là où j'ai fait ce petit calcul ce matin. Je me suis permis pour aujourd'hui, si maintenant j'arrivais devant un cadran solaire à midi, je prends simple parce que midi, c'est plus
plus facile. J'arrive à midi, et donc j'ai regardé, donc 1er octobre, j'ai regardé sur la courbe du coup de l'équation du temps. L'équation du temps, elle est de moins, alors elle varie en fait de plus 15 minutes, moins 15 minutes, et on est le 1er octobre, l'équation du temps m'annonçait à moins 11 minutes. Ok, j'ai noté moins 11 minutes. Je regarde l'heure du cadran solaire, il est midi, j'ai ma correction de longitude. Alors ma correction de longitude, en fait, c'est à cause du GMT qu'on a vu avant. C'est parce qu'en fait, du coup, ils sont divisés par des fuseaux de 15 degrés, mais vous voyez qu'on n'est pas sur le degré du 15. Qu'en fait, il va falloir utiliser le 15 degrés et modifier, en fait, avec la longitude du lieu de Dorlisheim. Et donc, j'avais longitude 7,49 Est. Donc, j'ai pris 15 degrés et j'ai enlevé les 7 degrés 49, ce qui me fait 7 degrés 51, équivalent. Et après, en fait, je l'ai transformé en minutes pour avoir, du coup, mon temps que je dois enlever ou rajouter sur l'heure solaire. Je suis tombée, vous pourrez voir après mon petit calcul, je suis tombée sur une correction de longitude à 31 minutes et 26 secondes. J'ai utilisé la calculatrice, hein, c'était pas très particulier. Et on rajoute, après, on rajoute une heure si on est en été ou pas. Donc je me retrouve finalement avec mon midi que j'ai observé sur mon cadran, ma correction du coup de longitude qui était, donc je rajoute 31 minutes 26 secondes. J'enlève parce que j'étais avec mon équation du temps. Alors je la rajoute, en fait je fais plus, mais comme j'étais en négatif, donc plus c'est moins, ça fait moins. Donc j'enlève 11 minutes et je rajoute une heure. Et donc sur ma montre, au midi, aujourd'hui, sur le cadran, il était midi. Sur ma montre, il était 13h, 20 minutes et 26 secondes. Je vous montrerai après, j'ai fait un exemple un peu, voilà, j'ai pris un exemple d'aujourd'hui, hein, voilà, avec l'horaire et j'ai pris tout ce que j'avais sous la main. Donc, ça m'a mis un peu de temps à comprendre comment on faisait cette petite modification. Généralement, on dit on rajoute une demi-heure ou on rajoute 1h30. Pour faire simple, vous rajoutez une demi-heure en hiver, vous rajoutez 1h30 en été. Je pense que pour commencer, c'est à peu près bien. Pas l'exactitude, mais c'est déjà pas mal. Quand vous allez voir un cadran solaire, donc par exemple, quand on était ici, je ne sais plus à quelle période on avait pris la photo, du coup, parce qu'on peut voir... Ouais, la boule. Ah oui. Parce que là, du coup, donc on est sur la hauteur, on n'était pas à l'équinoxe. Ouais. On n'a pas l'équation du temps, Jean. Regarde, on n'a pas la courbe en 8. Ça faisait trop, hein. Je crois qu'on l'avait pris, au printemps. On avait fait la soirée, on avait fait une soirée au printemps pour le... Et donc, du coup, on doit être sur le printemps. Donc, je crois qu'on était en heure d'hiver. Je crois qu'on rajoute une demi-heure, il était 1h l'après-midi. Pour la date, c'est ce que je viens de marquer, en fait. Donc là, effectivement, on ne l'avait pas sur le cadran du coup de Sainte-Croix-en-Plaine. On regarde la hauteur ici avec l'œilleton. Donc là, je vous ai fait un zoom. Donc ça aussi, c'est une des photos que j'ai eu l'occasion de prendre. On va avoir le trou, là, ici, le petit œilleton qui, en fait, indique la position. Donc moi, je ne suis pas arrivée au midi parce que c'était une cour privée, que je suis rentrée incognito. Donc j'ai pris ma photo sans la permission d'eux. Mais en tout cas, voilà, j'avais quand même du coup ma ligne. Je sais que j'ai pris la photo en septembre. Donc je voulais au moins avoir ce cadran. Mais pareil, la hauteur se voit par rapport à votre position en fait sur la courbe en 8. Parfois, ils sont notés avec les mois, comme sur les méridiennes de Adam, on a les mois qui sont notifiés. Parfois, elles n'y sont pas. Donc ça, c'était des choses à savoir. J'ai pas le temps de vous le montrer. Ah, le cadran solaire par réflexion du lycée Stendhal, je l'avais ouvert. C'est dommage, mais ça, pareil, si vous voulez voir après, je vous le montrerai. Un des plus grands cadrans solaires de France. Bien sûr, la nef solaire sur l'autoroute A9. Si vous avez l'occasion, pareil, de vous y arrêter, hein, voilà. Pareil, je l'avais vu, c'est gigantesque. Il a été mis en place par Denis Savoie, justement, dont je parlais avant avec le livre. Et donc, il est extrêmement précis. Il y a toutes les indications tout autour, très lisible d'ailleurs. Tout est gigantesque sur ce cadran, puisque moi, quand j'y suis, je suis grande comme ça. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment gigantesque. On passe dedans, en fait. Oui. Et pour finir, les cadrans du XXIe siècle. Vous aviez déjà vu ça, quelque chose? Je suis tombée sur... Ah, oui, pardon, bah oui. Oui. Exact. Oui.
Effectivement, alors en fait, c'est parce que j'étais pris un peu par le temps. Alors en fait, l'heure légale, donc l'heure de vos montres, elle a été instaurée, ça a commencé au milieu du 19e siècle et réellement instaurée à la fin du 19e siècle. Parce qu'il fallait faire partir les trains à la même heure. Et lorsqu'on va observer du coup l'heure du lever du soleil avec l'heure de Strasbourg et avec l'heure de Paris et avec l'heure de Brest, on a effectivement une différence quasiment de 1 heure entre du coup Strasbourg et Brest. C'est 29 minutes pour Strasbourg et Paris. Et ça a été aussi la problématique. C'est pour ça qu'on a instauré d'ailleurs l'heure légale partout dans le monde. C'était pour que les trains partent à l'heure. Non, il se couche. Non, on est de l'Est, toujours Est-Ouest. C'est le mouvement de rotation de la Terre. Donc il se lève beaucoup plus tôt à l'Est, mais il se couche aussi en premier à l'Est également. Oui, c'est toujours plutôt chez nous. Ce qui est un gros avantage pour les éclipses. Parce que les éclipses, généralement, elles sont mieux visibles, du coup, sur certaines hauteurs, mieux visibles chez nous que souvent à l'ouest. On est beaucoup plus gagnant, nous, à l'est, parce qu'on a la nuit, en fait, qui tombe plus tôt. Donc, par exemple, l'éclipse lunaire de 2018, et ben, on la voyait avant les gens qui sont à l'ouest de la France, parce que nous, en fait, on avait la nuit qui tombait 1 heure plus tôt. On était gagnant de 1 heure pour une éclipse. Ah, vive l'Alsace! Et en plus, on est sur des plus hautes latitudes, donc pareil, la nuit tombe plus haut. Hein. Si vous faites la différence entre Bordeaux et Strasbourg, vous avez une différence en fait d'un peu plus d'1 heure. En fait, au final, il y a plus d'ensoleillement à Bordeaux que sur l'Alsace. On est vraiment le coin de la France un peu perdant avec Lille. Ils ont aussi un peu plus de hauteur, mais un peu plus à l'est, donc ça se compense. Mais effectivement, à Bordeaux, ils ont vraiment cette grosse différence, beaucoup plus de luminosité que nous ici en Alsace. En fait, c'était le dernier. Voilà, le cadran solaire du 21e siècle, en fait, ça se trouve, en fait, il y a des plans qui existent sur Internet, c'est fait en imprimante 3D, et voilà ce que font maintenant actuellement les gens pour leur solaire. Je parle du digital, hein. C'est du digital solaire, voilà. Donc un mix finalement entre l'heure des aiguilles et le solaire, je trouve ça assez sympa, ça se trouve en fait sur Internet, ils vendent ça pour 20 €, donc en fait, j'écourte un peu parce que je vois que j'ai vraiment dépassé le temps. Et voilà, en fait, je finissais juste avec l'apéro. Encore une fois, Jean Balthazar, hein, il est toujours là. Hein. L'apéro solaire, voilà, j'ai trouvé sur un site, j'ai trouvé sur cadransolaire.fr, j'ai trouvé que c'était parfait pour finir finalement cette petite conférence. Voilà, donc avec une petite bouteille de vin. Voilà. Et bon, comme on est des bons Alsaciens, on sait que l'heure de l'apéro, c'est tout le temps. Hein. Voilà. On dit jamais non à un bon petit vin. Attention, l'abus d'alcool est dangereux. Ah bon? Où ça? Ah, pardon! Ah, le Balthazar, toi, je l'ai écrivé, pardon, désolé. Ah, bah, tu vois, c'est la bouteille, tu vois, voilà, c'est la bouteille. Je te prie de m'excuser, pardon, je l'ai eu juste sur les autres. Pardon, voilà. Désolée, j'ai dû vraiment écourter, je pensais vraiment que ça allait durer 1 heure. En plus, je m'étais entraînée, j'étais à peu près bon. Mais je me connais, quand je commence à papoter, je parle de tout. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous intéresser, comme dit, au cadran solaire. 1 heure, c'est très court, c'est vraiment très vaste. Mais ça permet surtout aussi voilà, de vous reconnecter aussi un peu avec ce temps solaire qui, de nos jours, en fait, est un petit peu oublié dans cette contrainte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. C'est très beau. Quand vous regardez un cadran solaire, n'hésitez pas à vous arrêter 2 minutes. Vous savez maintenant comment lire l'heure solaire. On n'est pas à la seconde près, hein, par contre, donc ne vous étonnez pas. Voilà. Merci, pardon, désolée. Et comme dit, moi j'ai toute la nuit hein, pour les questions, donc c'est pas un souci pour moi. Oui. Oui, alors j'ai vu des cadrans lunaires, sauf qu'en fait la Lune c'est beaucoup plus variable. Là parce qu'elle a une phase, donc parfois on la voit pas toute la nuit. Alors je sais que la Lune, le Soleil est caché parfois par le Soleil, mais enfin par les nuages, mais c'est pas la même chose. Donc les phases et surtout en fait, elle va vraiment avoir elle a aussi une déclinaison, une hauteur en fait, et c'est trop invariable. Donc je sais qu'il y a eu des tests qui ont été faits, mais trop d'erreurs en fait qui sont possibles. Mais j'ai vu effectivement passer et alors en fait je vous ai, si jamais vous pouvez venir le voir après, j'avais même un de mes amis du coup qui est en train de réaliser un astrolabe et qui voulait en fait notifier, on a vraiment cette configuration du soleil et il voulait notifier aussi l'astrolabe avec la lune et donc c'était aussi des choses comme ça qui sont mises en place mais il y a toujours une imprécision, si on veut vraiment être précis c'est pas possible pour la lune, il y a des choses qui sont, généralement c'est solaire, pas lunaire à cause justement de ces phases. C'est une excellente question. Il y en a d'autres? Oui. Ouais. Ah oui, à l'époque, en hiver, on travaillait moins et on hibernait après. Non.
Non, c'est pas possible justement parce qu'elle a trop cette variable en fait autour. Justement, on a trop de variations. Parfois, en fait, on va vraiment. La lune éclaire énormément en période de pleine lune. Par contre, vous êtes en quartier, vous avez qu'une partie en fait de la nuit qui est en éclairée et même pas encore en croissant. Vous n'aurez pas du coup d'éclairement. Il nous faut quand même du coup cet astre très lumineux. À part la pleine lune, gibbeuse aussi un petit peu quand elle est un petit peu proche des pleines lunes. Sinon, le reste du temps, la lune n'éclaire pas assez en fait aussi pour nous créer une horaire. Par contre, on peut déterminer effectivement, nous, juste comme ça, en regardant la position de la lune, ce sont des choses qui s'apprennent en astronomie, à quelle période de l'année on est. Sachant qu'elle a un cycle de 27 jours, on sait du coup à quelle période on se retrouve. Voilà, moi je le sais parce que je regarde beaucoup, donc parfois voilà, je me dis, tiens, j'ai envie de regarder les étoiles. Je sais qu'en période de pleine lune, je vais éviter un petit peu d'avoir la pleine lune qui est justement très éblouissante. Je sais à quelle période je suis par rapport à des points de repère, et des mémorisations, de l'habitude, en fait, d'observer. Ah, on n'avait pas l'heure. Ah non, c'est là, ça là. L'horaire biologique. En fait, ouais, ah ouais, les bougies graduées. Oh, les bougies graduées, mais il fallait avoir la bougie qui compensait effectivement. Bah après, c'était vraiment beaucoup, n'avaient pas forcément l'occasion d'avoir tous ces moyens-là. On le fait vraiment à la jugeote, à un moment donné. C'est vrai? Des bougies avec des traits, classe. Il y a beaucoup de cadrans auxquels j'ai pas parlé. Hein. On a les cadrans polaires, les cadrans équatoriaux. L'Égypte aussi, ils avaient des bâtisses carrément gigantesques. En Inde aussi, ils ont des bâtisses gigantesques qui étaient orientées par rapport au soleil. Ça faisait beaucoup trop que je me dis que finalement, je pensais avoir pas assez. Pardon? L'équateur, en fait, l'équatorial, il a vraiment, en fait, le vertical, il a vraiment, du coup, le cadran qui est posé à la verticale. L'équatorial, il est vraiment, en fait, c'est l'inclinaison quasiment, en fait, on l'a sur le multiple. Qu'est-ce qu'il est? Voilà, en fait, il est là, en équatorial. En fait, vous l'avez ici. En fait, c'est justement, c'est ce qui est intéressant sur ces cadrans, c'est qu'on a vraiment tout plein de types de cadrans. Mais ils ont... Oui. Ah voilà, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Voilà, effectivement, oui, c'est notifié dessus. Hein. Je l'ai en 3e. Hein. Oui. C'est pour la même position. Exactement. Oui. Oui, ils ont choisi à chaque fois du coup l'horaire sur un autre lieu, effectivement, sur celui-là. Mais le monde. Bon, je pense qu'ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait le monde entier. Ils ont fait sur les latitudes proches aussi. Voilà, effectivement. Oui. Oui. Ah, les villes de la Bible. Ah, classe. Ah, ils sont fortiches. Ils sont fortiches, effectivement. Ah, c'est beau en plus. Il y a vraiment, en plus, c'est vraiment l'emblème du. Enfin, il y a vraiment un côté historique derrière le cadran solaire qui est tout aussi intéressant que juste le lire. Moi, c'est ce que j'aime quand je découvre un cadran solaire. C'est ce que je disais au début. Je me retrouve vraiment dans des bâtisses. Je découvre en fait beaucoup de choses, pas que le cadran. En fait, je découvre tout l'environnement du cadran et du lieu où il est. Donc, quand vous allez au Mont Saint-Odile, vous découvrez en fait finalement tout ce qu'a fait le Mont Saint-Odile, enfin tout ce qui s'est fait avec Saint-Odile et au Mont Saint-Odile et toutes les personnes qui y sont encore. Où les personnes effectivement qui les calculaient, les gnomonistes effectivement, généralement, avaient accès à la connaissance. Les gens qui avaient accès à la connaissance, c'était pas les agriculteurs. On n'apprenait pas les maths comme maintenant on les apprend à l'école. On avait vraiment du coup cette sélection de personnes de l'élite, j'aime pas le dire, mais c'était un peu comme ça, des personnes bourgeoises qui avaient accès justement à ces connaissances. Et souvent, généralement, effectivement, c'est les gens qui avaient accès à ça, qui pouvaient calculer, qui savaient. Oui. C'est horrible en fait de se dire que ça a été quelque chose qui était seulement. Après, le lire, ça s'apprenait effectivement à la maison. Par contre, le calculer, c'était autre chose. Oui. Ils avaient effectivement aussi tout se calculait à l'avance, tout se transmettait aussi. Voilà, donc c'est vraiment des choses effectivement qui sont. Alors, on peut avoir différents corps de métier, effectivement. Alors là, par exemple, on va avoir pour le Mont Saint-Odile, c'était effectivement les personnes religieuses qui avaient accès à des connaissances. Vous savez que les religieux ont accès à... Enfin, ils se transmettent, hein, ils ont des cours spécifiques. Hein, ouais. Oui.
Non, il y a certains cadrans qui étaient vraiment faits par des cadraniers gnomonistes, c'était leur métier. Oui. Après, c'est vrai que les religieux ont vraiment beaucoup d'apprentissage. On ne rentre pas, on ne devient pas prêtre du jour au lendemain. Je sais qu'ils apprennent beaucoup de langues, ils apprennent beaucoup d'histoires, ils ont énormément de connaissances. Ça, c'est pas que en mathématiques, en gnonomie, c'est vraiment sur énormément de domaines. Parler à quelqu'un de l'Église, il vous dira vraiment beaucoup. Il a vraiment une multitude de connaissances sur de vastes sujets. Et effectivement, ça faisait partie des choses à étudier et à comprendre et à apprendre. C'est des choses qui se perdent en fait. Ce que je disais avant, c'est comme lire l'heure de nos mondes, c'est des choses aussi qui se transmettent, mais qui voilà. Oui, pardon. Oui. Oui. Oui, en plus d'ailleurs, c'est pas un original, effectivement, Chavet, ouais. Oui. 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 Oui, il est très récent en plus, effectivement. En plus, donc c'était quand même déjà des prêtres, effectivement, là-bas. Non, et le décalage est vraiment, je crois qu'il a été corrigé. Après, je crois un tout petit peu, non, au niveau des styles, ça a été un petit peu tordu. Oui, il était mis là pour le souvenir, en fait. Parce que l'abbaye a été détruite dans la région. Oui, mais il y en a beaucoup qui ont été déplacés. Il fallait les préserver. Il fallait les préserver. Oui, en fait, exactement, tout à fait. C'est comme pour la colonne Lambert, elle a été aussi déplacée, et ce n'est que certains. Sur les bâtisses, généralement, bon, il y en a beaucoup qui ont disparu aussi. Oh, le nombre de cadrans solaires, malheureusement, qui ont été détruits avec les bâtisses, qu'on ne pouvait pas récupérer. Voilà, ça fait partie des choses qui se préservent, tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut préserver celui de l'Église protestante de Dorlisheim, et c'est très important. Voilà. Et donc, ça fait aussi partie des choses qui se font encore maintenant, de la restauration, et justement pour la mise en valeur, mais aussi pour l'histoire de la ville. C'est très important de conserver. Ah, c'est qui alors? Je ne sais pas qui va le restaurer, le cadran solaire. Il n'y a pas encore de nom, je crois. Oui, je crois qu'il n'y a pas encore. Voilà, effectivement, il n'y a pas encore la personne choisie. Oui, il en existe, c'est des métiers qui existent encore en France. Il y a des cadraniers gnomonistes qui existent en France. Et leur métier, c'est de restaurer les cadrans. Oui. Oui. À positionner le cadran sur le mur, oui. on va dire qu'on est pratiquement au bout d'opérations de restauration. Voilà. Donc, il faut espérer que ce sera au printemps ou l'été prochain. Oui. Oui, d'accord, oui. Ah, j'en ai aucune idée. Je croyais que c'était décoratif. Non, ça donne les vents. Les vents. Ah, les vents? Oui, c'est des noms de vents. Ah, waouh! Ah, waouh! Incroyable! Je m'y intéresse un peu moins au vent, mais c'est intéressant effectivement de savoir qu'il y avait aussi cette notification. On parlait de différents corps de métier, ça en fait partie, des choses qui devaient être apprises, voilà, au niveau des... Oui. Ah, waouh! Ah, chouette! Sur d'autres? Je le vois pas. Après, il faut vraiment que, du coup, que le cadran soit sur socle, en fait. Parce que sur un cadran vertical ou horizontal, la boule, elle n'est pas existante. Mais effectivement, c'est très intéressant. J'en savais rien du tout. Merci beaucoup. En tout cas, M. Poncet, je vais être rassuré. Vous avez transmis votre passion à Mme Ergold. J'étais un peu longue, je suis désolée, j'ai un peu tardé. Mais qu'est-ce que le temps, Finalement, si je regarde l'heure de la montre, il est pas, ça va, il est pas trop tard. Vous avez transporté avec enthousiasme, avec votre enthousiasme et vos connaissances, et nous sommes ravis d'avoir Merci beaucoup. en si peu de temps, finalement, cette somme de connaissances que nous avons. Ici, dans les spécialistes, M. Matata,
Oui, 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 probablement, sûrement. Il y a aussi des personnes non addictives, des cadrans solaires. On passe devant un cadran et puis finalement on ne sait pas exactement à quoi il correspond comme attente. Grâce à vous remercier. On passe chez Monsieur le maire qui. Ah, Voilà. mais non, mais c'est beaucoup trop. Enfin, je méritais pas autant déjà d'avoir autant de personnes. Ben, merci beaucoup, mais merci beaucoup, ça me fait. Enfin, merci. En tout cas, voilà, j'espère que quand vous repasserez devant un cadran solaire, il y en a beaucoup en Alsace. Il y a aussi un livre, je l'ai mis à l'arrière, il y a le livre sur les cadrans solaires d'Alsace qui répertorie certains, je crois qu'il est plus trop à jour, mais voilà. Si jamais, pour apprendre à calculer, à mieux comprendre, il y a des formations en ligne, des MOOC, donc MOOC qui existent avec la SAF, pour apprendre aussi au niveau des cadrans solaires, à les calculer, à les construire beaucoup plus précis. En 1 heure, c'est un petit peu difficile de parler de tout, mais effectivement, voilà, il y a beaucoup de choses qui existent aussi. Oui, Jean ? Il y a aussi le livre de Denis Savoie, des cadrans solaires. Il est derrière aussi, il est aussi derrière. Oui, oui. Tout à fait. Effectivement, il est aussi derrière. Vous pouvez aller feuilleter. Hein. Oui, tout à fait. Beaucoup d'illustrations, très bien fait. Moi, c'est celui avec lequel j'ai commencé il y a 10 ans, hein, quand j'ai voulu un petit peu me... Et encore, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais effectivement, j'ai commencé avec celui-ci. Il est très bien. Denis Savoie a fait de très bons livres, d'ailleurs sur différents niveaux. Donc, ils sont encore disponibles. N'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse. C'est toujours bon à avoir. Oui, il est plus compliqué. Hein. Oui. Oui. Non, oui. 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 Oui, il a fait beaucoup de choses. Hein. Monsieur Savoie a fait beaucoup de choses. Oui. Voilà. Merci beaucoup.